Donc, on va parler de Monsieur X, âgé de 52 ans, qui a plusieurs allergies à certains médicaments tels que la pénicilline, la codéine, l'aspirine, l'ibuprofène. Monsieur X est également allergique au diachylon, au latex et aux fruits de mer. Monsieur X a plusieurs antécédents. Donc, on commence avec son antécédent de 4 accidents vasculaires cérébrales. Le dernier est en 2019. Il souffre d'une hémiparésie gauche. Il dit que c'est plus aux membres supérieurs qu'il y a une problématique. Monsieur X souffre de HTA. Il va prendre des anticoagulants qu'on va avoir cessés en vue de son opération. Donc, il est anticoagulé à la base. Donc, Monsieur X a une MPOC qui est soulagée par le Advair, qui est un corticostéroïde et un bronchodilatateur. On prend 2 inhalations 2 fois par jour. L'Advair peut causer des étourdissements, des céphalées, du muguet, des bronchospasmes. C'est important de changer de position lentement pour éviter les étourdissements, de rincer la bouche par rapport au muguet. Puis on va avoir des surveillances pour le bronchospasme, qui est une respiration sifflante, une dyspnée, une oppression thoracique. Pour Monsieur X qui fait de l'asthme, on va le soulager avec le salbutamol, qui est un anti-asthmatique, 2 inhalations 2 fois par jour, peut causer des agitations, palpitations et du bronchospasme. Encore une fois, donc on revérifie respiration sifflante, dyspnée, oppression thoracique. Pour l'asthme, on prend aussi du Montelukast, qui est un autre anti-asthmatique, mais Péros cette fois-ci, qui peut causer un syndrome de Steven-Johnson, qui est un rash cutané avec une fièvre très intense et qui peut être mortel. Dans le cas d'un préopératoire, quand on a une MPOC et un asthme, ou juste un des deux, on va faire un volume expiratoire maximal par seconde pour voir la capacité élastique des poumons. Ça va être quand même important de faire ça. Au niveau des antécédents, on a une lombalgie chronique. Donc, monsieur a des douleurs au dos assez importantes. Ça va être soulagé par du prégabalin qui peut causer des étourdissements et de la sécheresse buccale. Ça va être important de favoriser l'hydratation et le changement de position là, encore une fois. Dans les deux cas, on a le Montelukast et le prégabalin qui peuvent causer des idées suicidaires, ce qui a été nommé par monsieur qui a déjà eu des idées suicidaires. Il va prendre du amitriptyline, qui est un antidépresseur, 50 mg Péros une fois par jour. Ça peut causer de la léthargie, des idées suicidaires, donc c'est important de surveiller son état mental et affectif pour limiter tout ça. Donc, on revient à sa lombalgie chronique. Monsieur prend des patchs de fentanyl, 50 microgrammes par heure, qui est un analgésique opioïde, peut causer faiblesse, apnée, dépression respiratoire. Donc, c'est important, là, étant donné que c'est opioïde, de surveiller son degré de conscience, fréquence respi, sa pouls et sa pression artérielle. Pour la lombalgie chronique, toujours, on prend du duloxétine, qui est un analgésique Péros 90 mg une fois par jour, qui peut causer une perte d'appétit. On prend aussi, malheureusement, on a aussi une hypothyroïdie primaire, qui est soulagée par le synthroïde, qui est une hormone thyroïdienne. 100 microgrammes Péros une fois par jour peut causer arythmie, tachycardie, donc ça va être important de mesurer le pouls, mais peut aussi causer une perte de poids. Et on a à ça une perte d'appétit. Monsieur présente un IMC faible, donc c'est important de surveiller l'ingestion excréta et une pesée hebdomadaire. Dans les autres antécédents, donc on revient un petit peu, on a un embolie pulmonaire qui a été provoqué par un coup de cheval en 2010. On a aussi de la dyslipidémie qui est soulagée par de l'artovastatine, qui est un hypolipidémien, 40 mg une fois par jour, qui peut causer des crampes abdominales, constipation, diarrhée, flatulence. Donc, ça va être important de faire une évaluation abdominale, puis accompagnée d'un PQRSTU. Donc, Monsieur X se présente à l'hôpital pour des polypes adénomateux dans le côlon ascendant. C'est dans le fond, c'est un cancer néocolon, des polypes cancéreuses dans la paroi interne du côlon ascendant. On a beaucoup de facteurs de risque, dont d'abord, on a son âge qui est plus que 50 ans. On a les consommations, donc cigarettes, drogue et alcool, même s'il est cessé depuis 1 an. Lui, M. X est en attente de son opération depuis 14 mois.
Il y a une alimentation qui est riche en viande rouge, en produits transformés et faible en fruits et légumes. Puis on pourrait avoir des antécédents familiaux ou des antécédents personnels. On pourrait aussi avoir de l'obésité, ce que monsieur ne présente pas. Dans le fond, ces polypes ont été confirmés par une recherche de sang occulte dans les selles. Ils ont été aussi confirmés par une TDM de l'abdomen et une coloscopie. Les polypes pourraient donner une occlusion intestinale, des fistules, une péritonite et la mort. Donc tout ça est assez dangereux. Puis les manifestations des polypes qui sont cancéreux peut être une anémie. Donc ici, on a les globules rouges à 3,6, on a présence d'anémie. Peut se manifester par un faible poids ici, donc on a un IMC à 19,5. L'IMC est toujours dans poids santé, mais le poids santé commence à 19, donc il est dans le bas du poids santé. Manifesté par des crampes, des coliques abdominales, par la présence de sang occulte, monsieur a une pâleur et a une cachétie, donc on voit les côtes, les côtes malgré qu'ils ne soient pas si maigres que ça. On pourrait voir aussi une alternance de constipation-diarrhée, puis on pourrait voir de la faiblesse-fatigue causée par les polypes. Donc, pour guérir les polypes, on va faire une hémicolectomie droite par la paroscopie. Dans le fond, une hémicolectomie, c'est enlever une partie du côlon, donc ce qui a été touché par les polypes. Dans ce cas-ci, c'est le côlon ascendant. Et de recoller les deux extrémités ensemble, donc le calcium et le côlon transverse. Et tout ça se fait via endoscope et petits instruments, donc ça fait que des petits trous, la laparoscopie. En préopératoire, on a quelques petites vérifications à faire. Donc, on va avoir cessé l'anticoagulant. On va aussi offrir un antibiotique là, pour préparer les intestins à recevoir tout ça. Puis, ça peut, par contre, ils peuvent causer une néphrotoxicité, donc ça va être important de vérifier les capacités des reins. Au niveau de l'hémicolectomie, on a des complications possibles, donc toujours fistule, occlusion, infection, hémorragie, ileus paralytique ou syndrome de l'intestin court. C'est sûr que étant donné que M. X était avec nous et était au jour 0, on ne peut pas toujours voir les syndromes de l'ileus ou le syndrome de l'intestin court, qui va être un problème plus de péristaltisme et d'absorption, mais ça va être quand même à considérer que ça peut causer ça. On a pardon. En post-opératoire, donc pour le post-opératoire, on va prendre de l'héparine qui va diminuer le risque de récidive de thrombus. On se souvient qu'il y en a déjà fait un en 2010. Donc, le risque de thrombus qu'on va prendre des jambières de compression intermittente et de l'héparine. Donc, l'héparine qui est un anticoagulant, 5000 unités sous-cutanées une fois par jour. Ça peut causer une hémorragie, une thrombopénie et ça peut empirer l'anémie. Donc, il faut surveiller les signes d'anémie étant donné qu'il y en a déjà une. Il faut surveiller aussi les numérations plaquettaires parce qu'on peut avoir une problématique aussi de la coagulation causée par l'héparine. Et on a plusieurs vérifications à faire en post-opératoire. Donc, d'abord, on a un risque de dépression respiratoire qui est très important, donc c'est un problème prioritaire. Monsieur est MPOC et asthmatique. Monsieur est arrivé en oxygénothérapie sur l'unité, donc on visait une saturation supérieure à 88. Ça va être important de surveiller le débit d'oxygène, la tubulure. Monsieur est arrivé en ventimasque et on l'a transféré en lunettes nasales, étant donné que ça allait mieux. Il faut s'assurer de la saturation à tous les tournées et une fréquence respiratoire. Le risque de dépression respiratoire, on pourrait avoir comme intervention d'effectuer l'échelle de Passero Q4 heures. Donc, s'assurer que tout se passe bien à ce niveau-là. Aussi, d'encourager la spirométrie 5 minutes à chaque heure, tout en respectant le sommeil. Donc, jamais réveiller quelqu'un pour faire une spirométrie. Monsieur est capable de le faire, mais il veut pas le faire volontairement. Il dit que ça sert à rien et qu'il aime pas ça. Mais quand on l'encourage, il le fait de façon autonome et bien.
On a aussi fait le premier lever avec lui. Lors d'un premier lever, il faut surveiller les signes vitaux, le niveau de sédation. Il faut s'assurer avant de bouger que le bloc moteur est à 0. Puis, il faut, pour prévenir les risques d'hypotension orthostatique, donc s'asseoir pendant 5 minutes sur le bord du lit. À son arrivée, toujours, monsieur avait une sonde urinaire de numéro 14. L'objectif qu'on vise un 30 ml/h de débit. Dans le fond, je vais devoir surveiller la quantité, la couleur, l'odeur, la présence de cristaux au niveau de la sonde. Je vais aussi vérifier l'intégrité du site et s'assurer qu'il n'y ait pas coudé. Lors d'une opération par laparoscopie, il y a plusieurs surveillances qui sont un peu plus généraux, mais qui s'adressent à notre usager. Donc, tu veux vérifier les pansements. S'il est souillé, on le renforce. On délimite et on le renforce. Les signes vitaux, savoir la présence de nausées, vomissements et les risques de dépression respiratoire, constipation et l'échelle radar. Il y a des manifestations qui sont possibles aussi qu'on n'a pas, nous, dans le cas d'aujourd'hui. On pourrait avoir lieu à un délirium post-anesthésie ou une rétention urinaire, deux choses qu'on n'a pas vues, qui ne se sont pas présentées. Dans le fond, toujours en post-opératoire, monsieur est arrivé avec un soluté de dextrose demi-salin avec potassium 100 ml/h. Pour pouvoir arrêter le soluté, il faut que monsieur puisse s'hydrater de façon autonome. Donc, on va favoriser l'hydratation, puis on va surveiller l'ingesta excréta, la prescription, la tubulure, le site d'injection et les compatibilités avec la médication. Et un autre problème prioritaire qu'on a avec monsieur X, c'est un niveau de douleur qui n'est non soulagé. On s'entend que monsieur X est narcodépendant et qui nomme que sa douleur est à 25/10. Donc, les soins qu'on peut faire, c'est administrer un analgésique avant mobilisation ou à sa demande. Puis, aussi l'évaluation de la douleur là, avec le PQRSTU. Et il faut surveiller les signes, les manifestations, plus que ce qu'il va nous dire, parce que si par exemple il y a il nous dit 25/10, mais qu'il y a un faciès détendu, il faut considérer le tout, en fait, avant de prendre une décision. Donc, sa douleur en ce moment, elle est soulagée par multimédication. Donc, on est soulagé par du tramadol, qui est un analgésique opioïde, 50 mg PRN. Ça peut causer nausées, constipation, céphalée ou syndrome sérotonergique. Il faut favoriser l'hydratation et surveiller les changements de l'état mental. On a aussi de l'acétaminophène, qui est un analgésique non opioïde. Dans le fond, l'acétaminophène, dans ce cas-ci, est utilisé pour amplifier l'effet des autres analgésiques. Ça peut causer une hépatotoxicité puis des rages cutanées. Donc, on va vérifier l'intégrité de la peau, si on a nausées, vomissements ou diarrhée. Puis aussi, on a de l'épidurale son épidurale est au T9, T10, qui est du bupivacaïne et du fentanyl, qui est un anesthésie régionale. L'épidurale, c'est supposé faire un bloc sensitif. Dans son cas, il ressentait là, le froid à tout ce qui devait être en bloc sensitif. Ça peut causer des convulsions, un collapsus cardiovasculaire, une dépression respiratoire, hypotension orthostatique. On va devoir surveiller la pression artérielle, le pouls, le degré de conscience et la fréquence respiratoire. Pour un épidural, on a des surveillances de base, donc on surveille la pompe, la tubulure, le site d'ingestion. On s'assure que la douleur est soulagée, on vérifie l'échelle de sédation, on fait on vérifie la céphalée. On veut que la tête du lit soit à 30 degrés minimum, jamais complètement à plat. Puis on vérifie le site, le bloc moteur et le bloc sensitif. Donc, voilà pour Monsieur X.